Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être ici présent aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau webinaire en compagnie d'Ombéline de chez Blixo sur la thématique assez particulière dédiée aux PME et ETI françaises, à savoir comment attirer, embarquer et fidéliser vos nouvelles recrues. Bonjour à tous. Actuellement, on est à peu près 90 et c'est assez incroyable parce qu'on est plus de 400 participants. Donc, on va attendre quelques secondes et on va commencer. Pour vous expliquer brièvement comment ça va se passer, on va vous présenter justement le sujet pendant 30-40 minutes. Si vous avez des questions pendant l'échange, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique questions en haut à droite de votre écran. On y répondra à la fin. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est directement qu'on commence. Alors, pour me présenter, donc moi je suis Thomas Patriarcat, poulpe de chez Fletcher, et j'ai pour mission principale d'accompagner les PME et ETI françaises dans la digitalisation de leur recrutement. Et Fletcher, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel de recrutement qui va vous permettre de multidiffuser vos offres et de simplifier la gestion de vos candidatures. Et je suis aujourd'hui avec Ombline que je vais laisser s'introduire. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Moi, je suis chargée de mission chez Blixo. Donc, Blixo, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme que nos clients utilisent pour divers cas d'usage, principalement 4 grandes thématiques de cas d'usage. Nos clients vont nous utiliser pour développer l'activité, l'engagement, le climat social, l'expérience, la marque employeur. Un deuxième grand pan, ça va être tout ce qui est accélération et pilotage des transformations pour mener la croissance en cas de fusion, de rapprochement, d'hypercroissance. Le troisième grand pan, ça va être tout ce qui est processus RH, pour nourrir les plans de formation, moderniser les entretiens à travers des 360 pour développer les salariés et réussir les onboarding. C'est ce que nous allons voir, nous allons en reparler tout à l'heure. Et le quatrième grand pan, ça va être tout ce qui est alignement, renforcement managérial et suivi des valeurs. Et donc aujourd'hui, Blixo, c'est une solution 5 en 1, qui est aussi une force qui va regrouper des enquêtes salariées avec des indicateurs clés pour prendre les bonnes décisions RH, des sondages à la carte pour répondre à des problématiques précises à un instant T sur des populations déterminées. Ça va être du coaching avec du micro-learning et de la reconnaissance. Et pour terminer, donc Blixo, c'est une solution qui existe en 15 langues, qui est présente sur tous les continents, sauf l'Afrique et l'Australie, et qui est utilisée par divers clients, autant des startups prometteuses comme 900 Care ou Alma, comme des groupes plus implantés comme l'ESSEC, la Maïf, le groupe Célio. Voilà, donc on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, je voulais rappeler tout simplement le rôle RH qui est hyper important parce que finalement, votre principale mission, c'est de sécuriser la prospérité de votre entreprise. En fidélisant vos collaborateurs, certes, et ça, cette partie en réalité, ça commence avant l'embauche. Et ça commence dès le recrutement. Et il y a une statistique d'e-testing que je trouvais hyper intéressante à vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on est 125 participants et dites-vous que plus de 70% d'entre nous, recruteurs, ont déjà fait les frais d'une erreur d'embauche. À savoir qu'une erreur de recrutement, c'est à peu près 50 000 €. Donc je vous laisse imaginer. Et la question qui se pose, c'est tout simplement de savoir comment recruter. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble 8 étapes clés d'un bon recrutement. La première, anticiper vos besoins de recrutement. C'est rien de pire pour un recruteur que finalement subir ces recrutements et devoir les faire dans la précipitation. Ce qui va être hyper important pour vous, c'est que vous preniez bien le temps finalement de respecter chaque étape de votre processus. Et ça passe par l'évaluation de vos besoins à l'année et surtout l'anticipation des évolutions de votre société. Ça va vous permettre de définir clairement les postes. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est une création? Quelles sont les typologies? Et surtout,
de pouvoir vous appuyer sur des viviers de talents. Et cette étape, elle est souvent négligée parce que finalement, au cours de vos recrutements, vous rencontrez beaucoup de candidats. Et ces candidats, certains sont bons, d'autres un peu moins. Néanmoins, à chaque fois, quand vous recrutez, si vous n'utilisez pas vos viviers, vous repartez de zéro. Et c'est quand même dommage. Étape 2, équipez-vous d'outils efficaces. Alors, un recrutement, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. L'inconvénient, c'est qu'en entreprise aujourd'hui, le temps, on n'en a pas tout le temps. L'excellente nouvelle, c'est qu'il existe beaucoup de solutions digitales qui sont là pour vous accompagner, RH, dans la digitalisation de vos processus. Et aussi recruteurs, dans l'accompagnement et les recrutements au quotidien. Les principaux, c'est l'ATS, Applicant Tracking System pour les intimes, tout simplement l'outil qui va vous permettre de simplifier vos recrutements et de multidiffuser vos offres. Des outils d'entretien en ligne et de tests de candidats essentiels, on l'a vu notamment pendant la dernière année avec la crise sanitaire, toutes les entreprises qui avaient ces outils ont pu continuer de recruter et de faire grandir leur entreprise. Et enfin, des outils d'onboarding pour intégrer efficacement vos nouvelles recrues. Mais ça, on le présentera après. Étape 3, élaborer la fiche de poste en équipe. Et j'insiste beaucoup sur le en équipe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce que vous voulez, c'est recruter les meilleurs talents. Et plus vous prenez le temps de maîtriser votre fiche de poste, plus vous garantissez le succès de vos recrutements. Et ça passe en premier lieu avec l'échange avec vos managers pour comprendre tous les besoins et les compétences nécessaires pour le profil. Est-ce qu'il y a des outils à maîtriser ? Quelles sont les compétences clés ? Ça va vous permettre d'exprimer explicitement toutes les spécificités du poste. Aussi, de définir le profil idéal. Mais surtout, et ce qui est extrêmement important, ça va vous permettre de hiérarchiser les critères essentiels, les critères importants et tout ce qui va être un bonus vis-à-vis des profils. Étape 4, la rédaction d'une annonce attractive. Et encore une fois, je vais insister sur attractive. Je sais que cette étape, elle n'est pas facile parce que finalement, faire la différence autour de toutes les annonces qu'on retrouve sur le marché, ce n'est pas évident. Néanmoins, ça passe par plusieurs points, notamment le titre accrocheur et pertinent qui va donner envie aux candidats de cliquer sur votre offre et de postuler pour votre entreprise. Et cette étape-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous mettre à la place du candidat. Dites-vous bien qu'ils vont voir beaucoup d'annonces et tout simplement le fait d'avoir une annonce claire et lisible avec des bullet points, avec des espacements, et ça simplifie l'acte de postulation. Un autre point qui est négligé et que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser les codes et langage de votre cible. Je vais prendre un exemple. Si vous vous adressez à un profil technique, utilisez leur jargon. Ça va leur permettre premièrement de s'identifier au poste, mais surtout potentiellement s'impliquer plus dans la postulation. Un autre point, très simple, c'est l'ordre de présentation. Une annonce, c'est comme un livre. Il y a un début, un milieu, une fin. C'est pourquoi il faut toujours prendre le temps de bien préciser la présentation de son entreprise, les missions du profil, le profil idéal recherché et surtout les informations complémentaires. Étape 5, diffuser vos offres sur les bons canaux. Elle est hyper importante cette étape parce que finalement, ce que vous voulez, c'est gagner du temps et recruter les meilleurs recrues. Je reviens encore dessus. Mais plus vous prenez le temps finalement de choisir les bons canaux, plus vous garantissez finalement à votre annonce de toucher le plus de candidats possible, mais surtout de toucher les bons candidats. Et ça va passer par le choix des sites d'emploi ou des job boards, mais aussi par le site carrière. Et cette étape, elle est hyper importante. Alors vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes qui sont hyper importantes pour moi, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a une statistique de l'APEC qui dit que plus de 60% des candidats
qui répondent à une de vos annonces vont ensuite consulter votre site carrière pour y retrouver tous les postes. Alors, imaginez la frustration d'un candidat qui va répondre à une annonce et qui ne la retrouverait pas sur le site carrière. Plutôt dommage. Un autre point qui est assez récent et qui est souvent développé, et j'incite fortement à le faire, c'est le côté branding. Postulez les annonces sur vos réseaux sociaux. Ça donne plus d'humanité, finalement, à une annonce, et ça crée de la proximité entre le recruteur et potentiellement tous les candidats. Enfin, diffusez votre offre en interne. Peut-être que votre nouvelle recrue est déjà parmi vos effectifs. Et n'hésitez pas à utiliser les réseaux professionnels de vos collaborateurs. C'est hyper important et pourtant, c'est souvent négligé. Étape 6. Soignez votre entretien d'embauche. C'est le jour J, vous allez rencontrer vos candidats et cette étape-là, elle est cruciale pour vous comme pour eux. Parce que pour vous, vous allez chercher à retrouver la plus grande pépite. Mais pour eux, c'est là où ils vont trouver leur entreprise coup de cœur. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps d'anticiper ces entretiens. Ça va passer par la rédaction d'une grille d'évaluation pour avoir une trame et surtout être objectif lors de notre échange. Lors de l'entretien, préparez le meilleur accueil chaleureux. C'est comme dans le business. Faites un tour des locaux, présentez les nouveaux collaborateurs. Avant l'entretien, offrez-lui quelque chose à boire, un café, un verre d'eau. Ça va lui permettre de se mettre à l'aise et de retirer ce climat recruteur. Surtout, isolez-vous dans une salle silencieuse pour garantir finalement un échange de qualité et être dans les meilleures dispositions possibles. Pendant l'entretien, prenez des notes à chaud et remplissez votre grille d'évaluation. Et surtout, à la fin, expliquez la suite de votre processus au candidat. C'est hyper important. Ça va lui permettre à lui de se projeter et finalement pouvoir aussi anticiper les futures étapes. Qui il va rencontrer, pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire. C'est hyper important. Étape 7, l'avant-dernière, faites votre choix en équipe. Alors j'insiste aussi sur en équipe parce que finalement, quand on recrute, dans le processus, il y a plusieurs intervenants. Et ça peut être très compliqué de parfois faire un choix. Et un point que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié personnellement dans mes expériences candidats, c'est les entretiens d'équipe. Avec des collaborateurs avec qui on ne travaillera pas directement, mais ça nous permet de nous projeter en tant que candidat. Mais d'un point de vue aussi entreprise, ça permet de savoir qui on a en face de nous et savoir si le candidat va pouvoir s'épanouir au sein de nos locaux. N'hésitez pas à faire des contrôles de référence auprès des anciens employeurs pour voir comment était avant notre futur recrue. Et surtout, c'est ma préférée, répondez à tous les candidats, peu importe la réponse. Parce que finalement, un candidat que vous rencontrez aujourd'hui et qui serait potentiellement un peu junior ou à qui il manquerait une compétence, vous ne savez pas ce qui viendra d'ici 1 an, 2 ans ou même 6 mois. Et c'est important de leur montrer cette considération. Dernière étape, l'arrivée de la nouvelle recrue, qui est aussi importante et même très importante. Parce que c'est ce qui va permettre, dès le départ, de donner un petit peu la trend de l'aventure. Préparer son arrivée, c'est tout simplement avec les documents administratifs, la préparation des locaux, mais également aussi le fait de prévenir ses collaborateurs. Prenez le temps d'organiser les premiers jours, des rencontres d'équipe, des rendez-vous d'information. C'est hyper important pour le candidat. Préparez aussi la prise de poste. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles vont être ses missions et quels vont être ses objectifs? Rien de pire pour un manager, comme un candidat, de ne pas savoir quoi faire dans les premiers jours. Et surtout, pour garantir finalement son implication et sa réussite, faites des points réguliers qui sont essentiels pour lui, pour réussir ses premiers pas, mais également pour vous, pour optimiser votre processus pour les prochaines recrues. Mais ça, je laisse Ombéline en discuter parce que c'est justement la suite du sujet. Merci Thomas pour cette introduction. Effectivement, je vais revenir sur
cette période, donc de l'arrivée du salarié. Pourquoi l'onboarding aujourd'hui? C'est que le nouveau collaborateur s'attend à découvrir l'entreprise, à découvrir la culture dans l'entreprise et être accompagné dans cette nouvelle vie professionnelle. Et on constate aujourd'hui que ce parcours d'intégration est souvent encore minimisé par les entreprises pour différentes raisons. On a quelques chiffres. Hop. On a quelques chiffres à la clé. Notamment, donc, l'onboarding est une période charnière. Et donc, un chiffre essentiel, c'est 50% des nouveaux salariés recrutés qui envisagent une démission dès les 6 mois qui suivent, ce qui est vraiment énorme. 4% des salariés quittent leur poste après une première semaine désastreuse et 70% des salariés bien onboardés restent plus de 3 ans dans l'entreprise. Donc, ces chiffres en disent long. Ça signifie que c'est une période vraiment fatidique. Et finalement, la réussite pour embaucher un salarié va se jouer à 50% au niveau du recrutement et à 50% au moment de l'onboarding. Donc, au final, l'onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une période. En fait, ça va être tout un parcours que va vivre le nouveau salarié du moment où il est informé de son embauche jusqu'à sa prise totale de poste, pour finalement une collaboration qui va durer dans le temps, positive et durable. C'est vraiment une période à ne pas négliger parce que l'expérience salariée commence à ce moment-là. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que l'onboarding, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas juste le premier jour, ce n'est pas juste un petit déjeuner d'intégration, ni un déjeuner d'intégration. C'est vraiment le salarié, pendant cette période-là, va se familiariser. C'est une vraie période de socialisation avec l'entreprise, avec le manager, avec les équipes, avec tout le système, en fait, tout l'environnement de l'entreprise. Donc, une période à ne pas négliger. Au final, l'enjeu premier, qu'est-ce qu'il est? C'est finalement de confirmer un a priori, parce qu'en fait, avant l'arrivée dans l'entreprise, la marque employeur va opérer tout au long du recrutement. Toutes les personnes que le candidat va voir vont briller avec leurs plus beaux habits, un discours préparé. Donc, le nouveau salarié va arriver avec un a priori. Maintenant, l'objectif, c'est que cet a priori se confirme et qu'il reste positif après 5 jours, après une semaine, après 1 mois, après 6 mois, sachant que l'onboarding peut durer longtemps. Et donc, en fait, ce que, en tant que RH, on doit se dire, c'est qu'est-ce que se dit le salarié quand il rentre chez lui? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens en dehors de l'entreprise? Et donc, c'est très important, en fait, à confirmer parce qu'un salarié épanoui pendant l'onboarding va être un ambassadeur de l'entreprise. Et il y a un concept qui est assez intéressant à suivre en tant que RH, donc under promise, over deliver, c'est-à-dire ne pas promettre trop pour satisfaire le salarié. À savoir, en d'autres termes, ne promettez pas trop, mais donnez plus. Parce que un salarié, si on n'en donne pas trop, un salarié ne sera pas déçu et au contraire, vous allez répondre au-delà de ses attentes, donc vous allez augmenter sa satisfaction, donc par conséquence, vous allez avoir un impact positif sur la réputation et la marque employeur. Voilà, sachant que finalement, l'onboarding, il n'y a pas une seule manière de faire. Il existe une grande disparité de mener des onboarding, tout simplement parce que chaque entreprise est différente, chaque culture d'entreprise est différente et chaque salarié est différent. Néanmoins, il y a quand même des grandes étapes et des objectifs, notamment pour les TPE et les ETI, qui sont à suivre pour tout le monde. La première, ça va être l'objectif d'un onboarding, ça va être de favoriser l'engagement. Favoriser l'engagement, c'est important, c'est vraiment le salarié, en fait, si on favorise l'engagement dès la période d'onboarding, il va être beaucoup plus enthousiaste et motivé pour se donner à fond et contribuer au succès de l'entreprise. L'objectif aussi d'un bon onboarding, ça va être de permettre une bonne productivité dès le départ. C'est-à-dire le salarié, si vous lui donnez dès le départ
tous les outils, tous les modes de fonctionnement, que vous expliquez clairement les process. Et en fait, il va éviter de reposer des questions inutiles. Et parfois, on se rend compte en entreprise que en fait, un salarié peut poser des questions qui paraissent basiques au bout de 8 mois, au bout d'1 an, tout simplement parce qu'en fait, ces sujets n'ont pas suffisamment été traités pendant la période d'onboarding. Donc, en fait, c'est des petites choses très, très simples, très bêtes, mais qui sont très importantes, en fait, pour impliquer et embarquer le salarié. Ensuite, bien sûr, l'objectif troisième, c'est de faire briller la marque employeur, parce qu'un salarié heureux qui est bien accueilli avec bienveillance, ça va naturellement vite se savoir, il va être naturellement un ambassadeur et ça va faciliter par la suite vos futurs recrutements parce que votre réputation à l'externe va être améliorée et l'attractivité de votre entreprise augmenter. Le quatrième point, et là je rejoins Thomas sur ce qu'il vous expliquait au moment du recrutement, installer une collaboration sur le long terme en nouant des relations sociales, en favorisant les interactions avec les salariés. Et en fait, vraiment, une des best practices, c'est de pouvoir intégrer les salariés dans les processus de recrutement, tout simplement parce que si, au cours des recrutements, des salariés participent à la sélection des candidats, ils vont se sentir beaucoup plus impliqués et beaucoup plus responsables d'accompagner le nouveau salarié dans ses premiers jours pour l'embarquer et le fidéliser. Et le dernier point qui est très important, c'est le turnover. Et là, je reviens sur le chiffre initial, sur un chiffre initial, 50% des salariés ne se sentent pas à l'aise avec leur nouveau poste et envisagent de démissionner après 6 mois. Et donc ça, c'est catastrophique pour les TPE et les ETI, mais également en fait pour toutes les entreprises. C'est un vrai fléau, notamment pour les finances. Et donc, maîtriser le turnover dès l'onboarding est capital. Il est capital parce qu'en fait, le turnover est directement lié au taux d'attrition. Donc, le taux d'attrition, c'est le pourcentage des employés qui quittent l'entreprise et qui se calcule facilement en fait en divisant le nombre d'employés à temps plein qui ont quitté l'entreprise par le nombre moyen d'employés et en le multipliant par 100. Donc, ce taux d'attrition, c'est l'opposé du taux de rétention. Et donc, c'est important de le surveiller. Et donc, le taux de turnover, c'est la conséquence directe de l'attrition qui décrit le renouvellement de l'emploi dans l'entreprise. Un petit chiffre que j'ai trouvé intéressant de vous présenter, c'est l'INSEE, en fait, qui a sorti le taux de turnover moyen en France, tout secteur d'activité confondu, et il est de 15% en fourchette haute en moyenne, sachant qu'en fait, il y a des secteurs d'activité où le taux de turnover est beaucoup plus élevé actuellement, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc, en fait, en tant que RH, c'est important de surveiller ce taux de turnover parce qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on a des actions à mener, soit pour l'augmenter, soit pour le maintenir à un bon niveau. Et aussi, en tant que RH, c'est important de connaître les causes de ce turnover parce que ce ne sont pas les mêmes actions que vous allez mener. Si l'origine est intrinsèque à l'entreprise, à cause des conditions de travail, d'une mauvaise ambiance, vous allez pouvoir mener des actions. Si l'origine est externe à l'entreprise, par exemple la situation économique du pays, une décision législative, là, vous allez avoir beaucoup moins de champs d'action possibles. Donc, les causes d'un taux d'attrition élevé sont très importantes à déterminer. Souvent, en fait, on observe que le turnover non maîtrisé est souvent lié à une insatisfaction du personnel. Et le problème, c'est qu'en fait, cette insatisfaction du personnel, elle va se sentir dès les premiers jours, en fait, dans l'entreprise. Et donc, si elle n'est pas maîtrisée, les nouveaux salariés risquent de quitter l'entreprise sans que vous puissiez y faire grand-chose. Et les principales causes qu'on observe, ça va être le manque de reconnaissance, souvent une mauvaise ambiance. Ça peut être une mésentente avec la direction au cours d'un échange informel. Ça peut être un manque de perspective d'évolution que le salarié peut avoir très vite. Ça peut être aussi des process confus, une organisation peu claire qui va faire fuir les nouveaux salariés.
et également un manque de mixité. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels, par exemple, une population trop masculine va faire fuir des nouveaux salariés, ou à l'inverse d'ailleurs, une population trop féminine. En tout cas, c'est très important de déterminer ces causes parce qu'il y a des réels enjeux pour les entreprises, et en particulier les TPE et les ETI. Notamment, les enjeux vont être de réduire les coûts financiers liés à un départ, parce que ça va être beaucoup de temps de recrutement, du temps de formation, du temps d'intégration, et c'est autant de temps qui n'est pas consacré aux clients qu'on va demander en interne. Également, aujourd'hui, les entreprises sont en pleine évolution et vivent des transformations. Et les équipes qui sont fidèles et qui connaissent l'entreprise depuis longtemps sont celles qui vont pouvoir porter de nouveaux projets. Des nouveaux salariés jeunes qui n'ont pas la mémoire ni l'histoire de l'entreprise vont avoir beaucoup plus de difficultés à porter des projets de transformation. Et bien sûr, le troisième gros enjeu, c'est renforcer la relation client, parce qu'en fait, un salarié fidélisé et qui est dans l'entreprise depuis très longtemps va être beaucoup plus apte à chouchouter la relation client, à connaître l'historique et à pouvoir l'entretenir sur des années. Donc, il existe 4 grandes techniques managériales pour fidéliser dès le recrutement. En premier, une organisation participative qui sera basée sur des enquêtes et des sondages pour pouvoir vraiment avoir une vision et connaître et savoir ce que pense le salarié tout au long de sa période d'intégration. En termes de technique, donner aux salariés des perspectives d'évolution et de formation est très important, parce qu'un salarié qui arrive dans l'entreprise, surtout en CDI, c'est un salarié qui va se projeter dans l'avenir, donc il a besoin d'avoir une vision sur son évolution. Le troisième technique, le management empathique et reconnaissant, ça c'est un véritable item qui est ressorti notamment après cette période de crise sanitaire. C'est vraiment une attente des salariés et qui ne concerne pas seulement les jeunes générations. Le management empathique et reconnaissant, c'est vraiment ce qui est demandé par tous les salariés de toutes les tranches d'âge. Et bien sûr, fédérer autour d'un projet commun aujourd'hui, de plus en plus. C'est important pour un salarié de se sentir utile, de comprendre pourquoi il est dans l'entreprise, d'avoir du sens dans son travail, et donc du coup pouvoir le fédérer autour d'un projet commun est vraiment capital. Donc, comment mettre en place en vrai un processus d'onboarding ? En fait, ce qui va être très important au final, c'est de donner des repères aux salariés, mais aussi de se donner des repères en tant qu'employeur. Donc, les repères peuvent être très variés. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est parce que chaque individu est différent. Donc, en fait, les repères qui vont compter pour un salarié ne vont pas être les mêmes d'une personne à l'autre. Pour une personne, le repère capital, ça va être la rémunération. Pour une autre personne, le repère capital, ça va être le collectif, ou les fonctionnements, ou les compétences ou les missions qu'il va pouvoir mener. Donc, en fait, c'est vraiment important de donner ces repères aux salariés, mais aussi en tant qu'employeur, en connaissant ces repères, l'employeur va pouvoir obtenir des réponses à des questions capitales. Par exemple, est-ce que l'entreprise et le poste répondent vraiment aux attentes du besoin du salarié ? Est-ce que le nouveau salarié s'inscrit vraiment dans la culture d'entreprise ? Est-ce que le casting a été bon ? Et donc, du coup, avoir une vision sur ces repères est capital. Comment on peut obtenir une vision sur ces repères ? Alors, tout d'abord, l'onboarding a ses propres processus RH. Alors, bien sûr, chaque entreprise peut créer ses processus de manière différente, mais il y a des grandes familles de processus à suivre. Tout d'abord, le processus de formation. C'est important qu'un processus de formation soit vraiment élaboré pour assurer la montée en compétences du nouveau salarié dans l'entreprise. Un processus d'évaluation aussi spécifique pour faire le suivi et le contrôle de la bonne intégration. Un processus managérial pour vraiment mettre en place la relation manager-manager. Et un processus plutôt team building pour vraiment créer le lien avec l'équipe et de lui faire prendre connaissance et l'intégrer à la culture d'entreprise. Donc, pour que ces processus fonctionnent, il y a des jalons à poser.
le premier jalon, c'est les temps de passage, c'est-à-dire les délais dans lesquels doivent être acquis ces différents repères pour que la période d'onboarding soit respectée, et des points de contrôle pour vérifier que les délais d'acquisition ont bien été respectés. Et ensuite, bien sûr, l'onboarding a sa propre pédagogie qu'on va peut-être pas forcément retrouver aussi fortement en sortie d'onboarding, à savoir un management vraiment explicatif pour vraiment prendre le temps d'expliquer les b.a.-ba, de prendre le temps d'expliquer pourquoi, comment, avec qui, vraiment rassurer et donner les détails qui sont connues et évidentes pour vous parce que vous êtes depuis longtemps dans l'entreprise, mais pour un nouveau salarié, c'est vraiment important de lui transmettre. Et bien sûr, être pédagogue, parce que c'est vraiment le moment où vous devez être pédagogue au cours au moment de l'arrivée d'un salarié. Donc, en fait, comment il faut d'une façon ou d'une autre arriver à savoir quelle est l'expérience du collaborateur et obtenir ses repères. Est-ce qu'il est satisfait de son arrivée? Est-ce qu'il se sent exister? Est-ce qu'il se sent en confiance? Est-ce qu'il a une vision sur sa carrière? Donc, comment vous allez faire, en fait, pour savoir tout ça? En fait, il faut vraiment que vous obteniez une vision méta pour pouvoir intégrer correctement le salarié. Donc, avec différents exemples que je vous mets là, notamment qui sont proposés par Bixo, parce que capter la data pour améliorer le parcours d'intégration et comprendre les leviers d'engagement va être nécessaire. Donc, il y a des enquêtes de satisfaction régulières qui peuvent être mises en place tout au long de la période d'onboarding. Des signes de reconnaissance, c'est-à-dire féliciter le collaborateur pour ses premiers acquis, pour ses certifications au fil de sa formation. C'est important en fait pour le fédérer, pour l'impliquer et pour le motiver. Une communication à 360, c'est-à-dire une communication rester transparent, ne pas cacher des choses importantes parce que surtout dans des TPE ou TPI, les bruits de couloir peuvent aller vite et il vaut vraiment mieux être transparent plutôt qu'un salarié apprenne quelque chose dans un couloir et que ça le fasse fuir. Ensuite, les one-one managers et rendez-vous réguliers sont également importants. C'est important d'offrir aux nouveaux salariés un espace d'expression où il va pouvoir vraiment transmettre son ressenti tout au long de sa période d'onboarding. Et enfin, l'évaluation de fin de période d'essai. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une auto-évaluation, un 360 de fin de période d'essai. Ça va permettre aux salariés de s'auto-évaluer, mais aussi d'obtenir des feedbacks de toutes les personnes avec lesquelles il interagit, que ce soit son manager, ses pairs, sa direction, pour pouvoir vraiment avoir une vision de ce que pensent les autres de lui et pour pouvoir vraiment terminer sa période d'onboarding et valider sa période d'essai avec succès en étant déjà fidélisé. Donc, au final, sur tous ces items, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas relâcher le suivi. On ne peut pas se contenter de faire un rendez-vous une fois avec le manager ou d'aller prendre un café une fois, surtout que les périodes d'onboarding peuvent durer parfois 3 semaines, mais ça peut durer 3 mois, 6 mois en fonction des entreprises. Donc, c'est vraiment important de ne pas relâcher le suivi pour s'assurer que le salarié est fidélisé parce qu'à tout moment, il peut se défidéliser. C'est important de favoriser le feedback, de vraiment lui offrir cet espace d'expression pour pouvoir connaître son ressenti et du coup adapter aussi le management en fonction de lui. Et bien sûr, donc inciter aux interactions, notamment aux interactions et aux relations sociales avec les équipes pour vraiment l'engager et l'intégrer dans la culture d'entreprise. Voilà. Et donc, Bixo permet d'accompagner et de fidéliser les salariés à travers ces solutions. Voilà, donc alors, il y a une question de Sandra qui était de savoir si vous allez avoir le support. Oui, tout vous sera envoyé justement par mail. Et si vous avez des questions, avec Omeline, on reste disponible avec les adresses mail qui sont indiquées à l'écran ou par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous.